Vous écoutez l'affaire Bernard Pesquet, deuxième partie. Il y a un flic de la crime qui s'aperçoit que dans la maison, il y a les papiers de Christiane Pesquet. Elle est partie sans sa carte d'identité, sans son chéquier, sans sa trousse de toilette, sans sa voiture. Alain Tour, chef du SRPJ de Versailles. Ce qui fait bien évidemment beaucoup. Qu'est-elle devenue ? Les policiers de Versailles prennent la pioche ce matin pour creuser le jardin de Pesquet, à Pierrelet. Hier, 3 heures d'interrogatoire n'ont rien donné de nouveau. Et là, vu l'ampleur de ce qu'il y avait, les suspicions, il est décidé de faire une perquisition plus approfondie François Pelfort, brigade criminelle de Paris. et de faire intervenir des engins. On a arrivé une pelleteuse. Alain Hamon, journaliste et auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire. On voit arriver les flics avec des pelles, des pioches, des détecteurs de métaux. Moi, je me rappelle que j'étais d'autres fois avec une pelle sur l'épaule. On dit, les policiers ne savent pas à quoi ça sert. C'était épouvantable, c'est surtout, il y avait des punaises, il y avait des cafards, et la juge, la greffière, tout le monde. Mais on était complètement couverts de puces. Il y a des flics qui ressortent. Il y en a un qui se précipite vers la barrière devant laquelle nous sommes tous, les journalistes. Il y en a un qui dit « Oh là 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 là, les gars, heureusement que vous êtes derrière la barrière. C'est envahi de poux. Il y a des poux partout, on est plein de poux. » Il y a mon confrère Jacques Chambas de l'Aurore qui dit « Ah, ça, c'est un bon titre. » Le lendemain, le titre de l'Aurore, c'est « Affaire Pesquet, : les poux attaquent ». Tout est visité de manière fort minutieuse, sondé, etc. Et il ne restait plus donc que la cave. Je descends la cave et en me retournant, j'ai senti qu'au bout de la table, dans son regard, qu'il y avait une sorte d'inquiétude. Et c'est là où le comportement de Pesquet change complètement. Claude Cancès, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Il a un visage qui est transformé. On est arrivé dans la cave, tout était vraiment, c'était de la terre battue. Il n'apparaissait absolument rien de suspect. Je le regarde à nouveau, et alors là, c'était un regard, comme on dit, un regard de dingue, complètement affolé. Ce qui m'a confirmé dans le fait que, de toute manière, il fallait bien qu'on creuse. On était convaincus qu'il y avait quelque chose dans la cave. 1 mètre. 1 mètre de profondeur, c'est pas mal quand même. Hein. Et à 1 mètre de profondeur, on trouve donc momifié, en quelque sorte, le cadavre d'une dame. Sous plastique, en tenue de jardinière. Elle a ses bottes et son tablier. C'est incontestablement sa femme. Il s'est pas mis à pleurer. Il aurait pu. Hein? Non, pas d'émotion. Elle allait aller où elle avait fini de jardiner. Et quand elle est revenue, il l'a tuée. Coup de feu dans le dos. On est au courant tout de suite, évidemment. On descend. Et on voit ce corps recroquevillé qui est ramené à la surface. On était en vacances au Pouilly-les-Guins, parce qu'on partait toujours en vacances. Pierre Ruot, frère de Christiane Pesquet. Et on écoutait la radio et puis ils ont annoncé que Christiane avait été découverte dans sa cave. On a trouvé un corps dans la cave de M. Pesquet. Enterré ? Enterré, oui.
Est-ce qu'il s'agit du corps de Madame Pesquet? C'est là qu'on a appris la chose. Ça nous a fait un choc, bien sûr. Et de la façon qu'il a agi, c'est un peu quand même dur. Il était dans un sac plastique. C'est pire que rabattre des bêtes. Ah, ça a été dur. Entre frères et sœurs, c'est vrai, on s'entendait bien. Il est allé trop vite. Pour son mariage, quoi. La fouille continue, bien entendu, puisque l'espace est encore assez grand. Une pelle tombe sur un bout de soulier, je crois, d'un homme. Il est enveloppé dans du plastique et arrosé de chaud. C'est le cadavre de monsieur Henri Franqui, agent immobilier, qui était en relation avec Bernard Pesquet. Comment j'ai su que mon père avait disparu? J'achète un journal, l'Aurore. Jacques Franqui, fils de Henri Franqui. Et puis là, je vois, en première page, je vois Henri Franqui, F-R-A-N-C-Q-I. J'apprends qu'il a été découvert dans la cave. Et là, j'ai dit, comme je cherchais mon père et j'avais pas de nouvelles, je ne pouvais pas imaginer qu'il avait été assassiné. Contrairement aux époux Bergot, il nie pas là. Mais il prend comme motif que sa femme était une coureuse, hein, et qu'elle était la maîtresse de Franqui. Donc il a tué sa femme parce qu'elle le trompait avec monsieur Franqui, et il a tué monsieur Franqui parce que c'était son rival. Point. Il essaie de faire passer ça pour un crime passionnel. Crime passionnel, à l'époque, ça passait. Hein. Donc c'est une technique de défense, c'est tout. L'excuse du crime passionnel ne tient pas longtemps. Les policiers découvrent que Christiane ne connaissait même pas Henri Franqui, l'agent immobilier. Sa femme a découvert, en même temps que son homosexualité, son passé. Ma frangine lui a fait une lettre, vraiment, elle lui a dit sa vérité. Elle savait tout, là. Donc, comme elle l'a dit, j'ai réfléchi. Tu dis que je suis folle et malhonnête, mais je ne suis pas folle et mon casier judiciaire est vierge. Je connais désormais ton passé et ton présent. Je n'aurais jamais prononcé le oui solennel si j'avais su que je sais sur toi. Il faut se dire toute la vérité. Plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois. C'est une injure grave qui est un motif de divorce. Depuis 5 ans que nous sommes mariés, c'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Tu avais 40 000 € de dette quand nous nous sommes mariés. Tu ne paies pas tes impôts. Rien qu'avec les majorations d'impôts, j'aurais eu de quoi m'acheter une voiture. Cesse tes mauvaises habitudes, décide d'avoir un enfant comme je le désire, travaille pour acheter une maison qui sera à mon nom. Si tu acceptes ces conditions, je garderai un silence éternel sur ce que je sais. C'est vrai qu'elle lui a dit sa vérité, là. Et c'est la lettre qui a dû déclencher son meurtre. On a défini qu'il l'a tué parce qu'elle le gênait, parce qu'elle avait constaté certaines choses, et tout ce qui le gênait, il l'éliminait. Il avait des problèmes d'argent, des problèmes financiers, autant avec sa société que personnels. Le mobile pour les Bergot, c'est le vol. Il pille tout ce qu'il peut dans l'appartement. Et Henri Franqui, c'est la même chose. C'était uniquement les sous. Il l'a attiré chez lui, il l'a tué chez lui. Et il l'a tué salement, parce qu'il l'a tué dans le dos.
père était un peu original, hein, il était un peu sorti de l'ordinaire. Jacques Franqui, fils de Henri Franqui. Il se trimballait toujours avec des liasses de billets, enfin bon, un gros paquet de billets. Et alors comment ils sont connus? Peut-être à Neuilly, puisqu'ils faisaient des travaux chez les Bergot à Neuilly. Mon père habitait à Neuilly, donc ils sont petits connus dans un bar. Après, je ne sais pas comment Pesquet l'a branché pour le faire venir chez lui, pour le tuer en fait. Franqui, peut-être qu'il l'a tué pour 1000 balles, pour 2000 francs, pour 3000, on ne sait pas. Il l'a dépouillé de ce qu'il avait, son carnet de chèques qu'il a utilisé, sa voiture qu'il a réussi à vendre. Après avoir tué Franqui, il est donc allé à son domicile à Neuilly et il a emporté un certain nombre d'objets. Voler un aspirateur, voler un aquarium, vous imaginez? Moi, j'assistais à toutes les perquisitions, quoi, avec mon avocat. Il y avait la femme de mon père. Mon oncle aussi, qui est monté de Nice. Je me souviens même d'un rat qui était monté le long d'un pantalon d'un policier, d'un flic. Ah, il commençait à sauter. Ils m'ont fait venir pour reconnaître les pièces à conviction, quoi, en fait. Moi, je me souviens de l'aquarium, parce qu'il était grand. Et puis, bon, les autres affaires, bon, je connaissais pas toutes les affaires qu'il avait volées à mon père, quoi. Enfin, il avait commencé un peu à vider l'appartement, quoi. À un moment, ils m'ont mis à 2 doigts de la moustache de Pesquet. Ils dit, monsieur Franqui, faites pas de bêtises et tout. Bon, je n'avais pas lui sauter dessus, hein. C'était un serial killer, c'est incontestable, incontestable. Motivé par le pas du gain. À la fin de la Première Guerre, il y a eu le procès retentissant de Landru. À la fin de la Deuxième, celui non moins retentissant du docteur Petiot. Bientôt, il y aura celui de Bernard Pesquet. Pesquet a reconnu hier avoir assassiné sa femme et M. Franqui, dont les cadavres ont été découverts enterrés dans sa cave. Enterré dans sa cave. Et ça, c'est vrai que c'est un peu des relents de Petiot, de Landru. Landru qui brûlait les cadavres des gens qu'il tuait chez lui, dans le fourneau. Ce qui est vrai, c'est que ça a pris une ampleur incroyable, mais incroyable. Il y a une radio qui avait dit on se demande si on n'est pas devant le massacre du siècle. Au cours de la perquisition, je ne sais plus dans quelle pièce, on trouve une boîte en carton remplie de passeports. Il y avait peut-être 20, 30, 40 passeports. Vous imaginez ce on a pu s'imaginer à ce moment-là, hein? Dans la maison de Bernard Pesquet avaient été retrouvées les pièces d'identité de toute une famille. Alors, je ne me souviens plus combien de membres comptait cette famille. Mais toute une famille qui avait disparu elle aussi, dont on n'a plus jamais réentendu parler. Et les pièces d'identité étaient chez lui. Il y avait chez lui des plaques de béton, surtout 2 importantes. On a cassé tous ces bétons, en pensant que peut-être les corps avaient été coulés dans le béton. Mais on n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé. Les questions que se posent tous les flics de PJ, où passe la frontière entre le bien et le mal, la folie et la raison. Et là, on est en plein sujet avec Bernard Pesquet, la folie et la raison. Les experts ont répondu à la question et il a agi dans un état normal. Ouais. Le procès de Bernard Pesquet s'ouvre en 1982. Entre les crimes de 1976 et 1982, quand il passe pour la première fois en cour d'assises à Pontoise, il aurait pu être jugé plus tôt.
c'est tout l'art de la défense d'un avocat matois comme l'était Henri Juramy qui a fait durer le temps de l'instruction et surtout le temps du renvoi devant la cour d'assises. Il l'a fait parce que toute la France savait que si François Mitterrand était élu le 10 mai 81, la peine de mort serait abolie. Bernard Pesquet risquait à Pontoise la peine de mort. Tu parles, 5 cadavres sur les bras, il risquait haut la main la peine de mort. Ce qui fait que quand Bernard Pesquet est arrivé en 1982 en cour d'assises, il n'y avait plus de peine de mort. Nous, on n'est pas habitués à aller en Qatar non plus. Pierre Ruot, frère de Christiane Pesquet. Mais bon, je voulais y aller avec mon frère Constant et on y est allé. Nous arrive un petit grand-père de 60 ans avec un super joli costume bleu, une belle chemise toute blanche, un petit gilet rouge, des cheveux blancs comme neige. En 6 ans, il avait pris 15 ans. Pontoise. Vous allez voir le démon, comme on l'a appelé, le monstre style Landru ou Docteur Petiot. Mais regardez-le bien, c'est votre voisin de palier, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui s'en prend maintenant aux journalistes. Le grand-père, il y a des moments pendant son procès où il aurait mieux fallu qu'il se taise. Quand on a parlé de sa femme et de ses relations avec sa femme, il a commencé à faire des comptes d'apothicaire, je veux dire. Il a expliqué à la cour, il a dit « Oui, mais vous comprenez, monsieur le président, ça me coûtait des 40 000 francs par mois. » C'était Harpagon et sa femme. Lui, Pesquet, oh fou. Il n'a pas l'air de trop gêné non plus. Hein. Comme il a raconté ses petits numéros, ses mensonges et tout ça, c'est comme s'il n'avait rien fait bientôt. Il a tué, mais ça n'avait pas l'air trop gêné. Le président Limoujou lui dit vous avez fini par la tuer, et en plus, ça vous l'avez avoué. Alors Pesquet dit bah oui, il y a eu bagarre, le coup est parti. Mais moi, j'ai même pas vu qu'elle était touchée, parce qu'elle est repartie. Et là, imaginez-vous, elle s'est pris les pieds dans le paillasson. Elle est tombée. Je me suis aperçu qu'elle avait une grosse bosse. Je l'ai allongée. Et là, toute la soirée, une partie de la nuit, j'ai couru dans toute la région. Toutes les pharmacies étaient fermées. J'ai couru partout dans la nuit. Je suis revenu à la maison. Je me suis aperçu qu'elle était décédée. Et puis si je l'ai descendue à la cave, c'est parce que je voulais l'avoir près de moi et la garder avec moi, monsieur le président. 2 ans dans la cave, là. À côté de lui, quand même. Même qu'il soit dans sa cuisine ou n'importe, ou dans sa chambre, Christiane est là, quand même. Hein. Je la regardais même pas trop, parce que... Un peu quand même. Mais, obligé, il était là, mais... Ça fait drôle, quoi. Et alors, monsieur Franqui, qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Franqui? Et là, Pesquet dit, c'est vrai, j'ai tiré dans le dos, oui. Je l'ai descendu à la cave, et puis je l'ai enterré. Attendez, il voulait se marier avec elle, c'était quand même la moindre des choses que je les mette côte à côte. Toute la cour d'assises a ri. Le procès d'assises, c'est un peu le cinéma, hein. C'est le grand théâtre. Hein. J'ai aucune animosité, aucun désir de vengeance, j'ai rien. La cour d'assises du Val d'Oise a condamné Bernard Pesquet, accusé, vous le savez, de 5 meurtres. Il en a reconnu 2, à la réclusion criminelle à perpétuité. Et la question qu'on s'est toujours posée, qu'a-t-il pu faire entre 61 et son arrestation 76 ? On est hélas convaincu qu'il
Il a dû commettre d'autres crimes, certainement, sans aucun doute. Voilà la photo de mariage de ma sœur Christiane, toute belle. Elle est toujours souriante, joyeuse, heureuse, avec sa belle robe blanche. Heureux d'avoir une sœur si gentille. 47 ans déjà. Il est parti, quoi. Il nous a trahis, et bien trahis même. Après sa condamnation définitive, Bernard Pesquet a tenté d'obtenir la révision de son procès en vain. Il est mort en 2009 à la prison de Fresnes. Il avait 87 ans. En tout, celui qu'on a appelé le Landru du Val d'Oise aura passé 53 ans de sa vie derrière les barreaux. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.